Bien le bonjour à vous, enfin de retour après une petite coupure. Voici la vidéo qui aurait normalement dû sortir la semaine dernière où nous pouvons faire un petit tour dans le Vaucluse. Au programme, un dragon peut-être déjà vu, un pont mais pas du diable, une histoire d'amour tragique, une forteresse lourde d'histoire et le réveil d'une revenante. Installez-vous confortablement et commençons dès maintenant. Si dans la précédente vidéo, nous avions vu un dragon se faire battre de façon un peu moins conventionnelle, il peut aussi arriver une fin tragique en affrontant l'une de ces créatures. C'est la dure leçon que dut apprendre Pétrarque en affrontant le couleuvre. Selon certaines versions, le couleuvre serait également le dragon qu'aurait battu Saint-Véran. Cependant, difficile de le confirmer dans les faits. Il ne s'agit de toute façon pas du même dragon, car même dans les légendes, rien ne peut mourir deux fois. Enfin, sauf peut-être la carrière de Britney Spears. Mais bref, revenons à notre histoire. Celle de Pétrarque, un poète florentin du XVe siècle qui vivait un parfait amour avec sa bien-aimée Laure. Tout semblait promettre un parfait avenir pour ce couple fait l'un pour l'autre, mais c'était sans compter sur un coup du sort. Car oui, le destin peut être cruel parfois. Les amoureux avaient décidé de se balader au bord de la Sorgue. Rien de bien méchant et pas réellement une activité si dangereuse quand on y regarde de plus près. Malheureusement, le couleuvre les prit pour cible et fendit le ciel pour s'en prendre au tourtereau, car jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas réellement besoin d'une raison pour s'en prendre à quelqu'un. Le couple était sans défense et ferait un parfait repas. Mais bien mal en prit au dragon de se jeter ainsi sur eux. Pétrarque sortit son épée et affronta la créature dans un combat pour leur survie. Il dut donner jusqu'à ses dernières forces pour parvenir à fendre le cuir de la bête jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Cependant, il commit une erreur. Relâcher son attention et penser qu'il en avait fini avec la créature. Elle se releva dans un dernier sursaut et projeta son souffle toxique vers Laure qui en tomba aussitôt malade. La créature s'effondra enfin et fut rapidement emportée par la rivière. Laure ne survécut pas longtemps. Atteinte désormais de la peste, un mal connu pour être incurable à cette époque, les médecins se succédèrent sans succès et l'amant ne put même pas l'approcher à cause des risques de contagion. Elle mourut sans qu'il puisse rien y faire et il ne s'en remit jamais. C'est ainsi que se termine l'histoire du couleuvre, aussi brusquement qu'elle a commencé. Comme quoi tous les héros ne peuvent malheureusement pas sauver leur bien-aimé, peu importe leur vaillance. Pétrarque eut malgré tout une grande vie, mais ça, ce sera pour une autre fois. Nous avons tous forcément entendu parler du pont d'Avignon, ne serait-ce que pour cette chanson bien connue. Mais il fut un temps où on ne dansait pas tous en rond dessus, tout simplement car il n'y avait pas encore de pont pour cela. Car oui, sa construction a connu bien des déconvenues au cours du temps, et bien des architectes se sont cassés les dents pour en voir le bout. Mais c'était sans compter sur l'aide d'un simple berger, qui se fendit d'un petit miracle. Nous avons déjà eu des occasions de voir des ponts construits par le diable, mais celui-ci aura bien été sponsorisé par le divin. C'est en tout cas ce que nous dit sa légende, et l'intervention de Saint Bénézé au début du XIIIe siècle. Simple berger alors, qui un jour entendit une voix l'appeler par 3 fois jusqu'à ce qu'il prête l'oreille. Bien que nous ne puissions pas réellement savoir ce qui se dit, on sait seulement que cette voix lui demanda de venir en aide aux architectes qui tentaient de construire le fameux pont. Que pourrait faire un berger dans tout cela? Il n'était ni érudit, ni qualifié pour un tel projet. Malgré tout, Bénézé accepta et prit donc la route du pont en travaux. Lorsqu'il vit la construction, l'homme comprit alors très vite ce qui n'allait pas. La fondation ne pouvait pas tenir, mais lorsqu'il tenta de l'expliquer, au mieux on le railla ou on se moqua de lui, au pire on le chassa à grands coups de pied. Bénézé en appela alors au divin une nouvelle fois, et ce dernier lui vint en aide. Autant vous dire que cela a dû faire tout drôle aux habitants de voir le berger revenir des terres avec un immense rocher à bout de bras pour finir par le jeter à l'eau, fournissant ainsi une nouvelle fondation beaucoup plus stable au pont. Dès lors, il fut respecté et les travailleurs se remirent au boulot. Bien que cette histoire a connu plusieurs déclinaisons, il n'en reste que le pont d'Avignon se nomme en réalité le pont Saint Bénézé, et le berger fut rapidement canonisé. Le saint a réellement existé
et activement participer à la construction du pont, même s'il n'en verra pas la fin, car sa vie n'y parvint pas. Mais l'édifice n'aura pas non plus connu un destin aussi glorieux, car il subit intempérie sur intempérie qui le rognèrent peu à peu au fil du temps. Une arche après l'autre, il n'en reste que 4 aujourd'hui, et je l'espère, pour très longtemps. À force, on finit par se rendre compte qu'il est rare qu'une histoire d'amour finisse bien. Souvent, la jalousie tient une place prépondérante qui fait s'écrouler tout l'édifice de la relation. Cette histoire ne fait pas exception. Enfin, pas totalement. Cabestan était un troubadour, né d'une bonne famille qu'il avait quittée et désormais sans le sou. Il fut rapidement pris au service du seigneur Raymond de Roussillon, qui le prit comme valet et rapidement comme écuyer de sa propre femme, Dame Marguerite. Malheureusement, comme on peut s'en douter, les deux eurent au fait d'échanger des œillades qui petit à petit amenèrent le duo à nouer des sentiments de plus en plus forts. Pourtant, malgré le caractère déplacé de leur union, les sentiments qu'ils se vouaient étaient d'une pureté sans commune mesure. Un premier baiser échangé, et le couple finirent par être de moins en moins discret. C'est ainsi que les rumeurs remontèrent jusqu'au seigneur qui ne put contenir sa jalousie bien longtemps. Arme cachée sous cape, il rencontra Cabestan seul à seul. De cette discussion, il tenta de l'amener à se trahir en avouant sa relation avec Marguerite. Mais l'écuyer trouva un moyen de faire croire au seigneur qu'en réalité, il aimait bien la sœur de la dame portant le doux nom d'Agnès. Rassuré, Raymond décida de prendre en main les épousailles, mais avant cela, amena l'homme devant sa prétendue damoiselle. Cette dernière ayant eu vent de l'histoire et voyant la détresse dans le regard de Cabestan, décida de mentir pour lui venir en aide. La tromperie dura un temps. Agnès et Cabestan avaient si bien su donner le change que Marguerite elle-même en devint jalouse à son tour, et enjoint le jeune homme de lui composer une chanson d'amour à son nom. Ce qui malheureusement fut aussi le glas de cette histoire. On ne peut que se douter que Raymond, à l'écoute de cette chanson, comprit alors qu'il avait été floué par les tourtereaux. Cabestan périt sous les coups de son épée, et je vous passerai les détails de la suite un peu trop macabre, au terme duquel Marguerite se suicida en se jetant par une fenêtre. Quoi qu'il en soit, il est notable que pour qu'un couple perdure, la confiance doit être forte. La jalousie à trop forte dose devient un poison. Il suffit de demander l'avis aux deux tourtereaux de cette histoire, qui ne peuvent malheureusement plus le partager. Il y a bien longtemps de cela, nous avions parlé d'un personnage assez emblématique en France. Une fée maudite, plus proche du dragon, portant le nom de Mélusine. Mais au-delà de son histoire d'amour qui est aussi tragique, Mélusine était aussi connue pour être une grande bâtisseuse. Elle fit un bref passage dans la forteresse de Mornas, où selon la légende, elle usa de sa magie dans les rues du village, sema des fleurs, et continue de survoler la forteresse durant les nuits de pleine lune. Elle serait aussi responsable de la lueur qui est projetée depuis les étoiles sur le village. Cependant, Mélusine indirectement a peut-être sauvé une vie ce jour-là. Enfin, si on imagine que son histoire est liée à celle d'une autre. Plus sombre et plus ancrée dans la guerre. Dans une guerre de religion plus précisément. Car la forteresse de Mornas aura été dirigée par bien des groupes. Et c'est en 1562, alors que le régime protestant semblait monter en force, que la forteresse, catholique à ce moment, fut prise par un lieutenant du baron des Ardrais. S'ensuivit l'un des moments les plus sanglants de l'histoire de Mornas. Mais aussi celui d'une petite légende, celle d'un soldat qui aurait survécu miraculeusement là où d'autres auraient péri sans aucune pitié. Après sa prise, les soldats catholiques furent rassemblés au sommet des créneaux et un par un furent précipités dans le vide pour finir morts contre la roche en contrebas. Une chute qui ne laissa aucune place à la souffrance et un sort bien cruel. Pourtant, un soldat connut une chance particulièrement inattendue. Dans sa chute, il tomba sur un figuier qui avait poussé entre des fissures. Bien évidemment, les soldats protestants lui tirèrent dessus à coups d'arquebuse, mais la végétation le protégea suffisamment pour qu'il puisse survivre. L'homme parvint à s'enfuir et de fait eut la vie sauve, survivant à une chute normalement mortelle. Ce qui ne manqua pas de mettre le lieutenant du baron dans une fureur noire, car il s'était promis de n'en laisser échapper aucun, même en laissant leur sort entre les mains de Dieu. Il est alors amusant de se souvenir que Mélusine est passée dans cette forteresse, et donc qu'on pourrait se plaire à penser que le figuier était indirectement son œuvre. Même si fortement improbable venant de deux histoires dont on peut douter de la véracité. Pour cette dernière histoire, nous aurions pu parler d'un fantôme, mais pas cette fois, ce sera plutôt d'un revenant. L'on dit que la mort peut être bien cruelle parfois, mais pourtant certains y échappent, de façon parfois un peu surprenante. Ce fut le cas de la marquise de Sénat, une femme que l'on disait d'une beauté à couper le souffle.
On aurait même pu dire sans effort qu'elle avait le reste de la vie devant elle. Une vie longue et comblée, entre sa richesse et son mari aimant. Cependant, il est un destin auquel ni la richesse, ni l'amour permet d'échapper. La mort a en effet pris la marquise sans que rien ne semblait prévenir cela. Du jour au lendemain, la dame tomba raide, et rapidement, on organisa ses funérailles. Et c'est avec menue richesse dans son cercueil que la pauvre âme rejoint son caveau, sous un regard malheureusement trop intéressé. Car le sacristain de l'église en avait probablement trop vu à ce moment, et se mit à ourdir un plan. Il était connu pour être avare autant que cupide, capable de vendre père et mère pour quelques pièces sans éprouver le moindre remords. Alors quelle ne fut sa pensée en voyant un diamant de belle taille serti à la bague du doigt de la morte. La nuit qui s'ensuivit, l'homme s'aventura dans le caveau à la recherche de la tombe qui lui offrirait à la fois la richesse, mais aussi le déshonneur. Ouvrit le couvercle et tenta de récupérer la bague, sans succès dans un premier temps. Alors, considérant que le mal était déjà fait, il voulut se servir d'un couteau pour arracher le trésor. Mais à l'instant où il entailla la peau du doigt, la marquise ouvrit les yeux et poussa un cri de douleur. Vous pouvez me croire, jamais on ne vit dans toute l'histoire de France un homme courir aussi vite. Perdue et hagard, revenue d'entre les doigts glacés du trépas, la dame quitta l'église par la porte laissée grande ouverte par le fuyard et retrouva sa demeure où son époux vivait. Après plusieurs coups à la porte, ce dernier l'ouvrit et tomba raide mort sous le choc. Voilà comment se termine l'histoire de la marquise de Sénat. Assez glauque en un sens, mais ça change un peu des fantômes car là on parle de quelque chose qui pourrait potentiellement être vrai. Mais bon, en l'état, ça restera une histoire bien entendu. Voilà qui met fin à cette vidéo qui se sera sûrement fait un peu attendre. J'avoue que la coupure internet m'a pris un peu au dépourvu et bloqué dans mes recherches. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Je tenais aussi à rajouter que la vidéo parue dans la semaine était exceptionnelle. Ce genre de contenu sera très rare sur ma chaîne. Mais il pourra m'arriver de temps en temps de réagir lorsque l'actualité touchera un peu le monde des contes et légendes. En attendant, je vous retrouve pour un prochain épisode le week-end à venir. Nous irons faire un tour du côté d'un autre massif montagneux bien connu. Vous pourrez y trouver de la Boutifard. Je vous souhaite une bonne semaine à venir, portez-vous bien et à bientôt.